nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, après Madame Roland, on reste au temps de la Révolution, puisque vous nous racontez le destin de l'avocat Georges Couthon, qui lui ne tenait pas salon, mais a pris part au mouvement sur son fauteuil, en s'opposant à l'Ancien Régime et en prônant même la terreur. Bon, vous avez raison, Stéphane, mais enfin, comme on parle salon aujourd'hui, je vais m'intéresser d'ailleurs davantage au fauteuil à roulettes de Couthon, Couthon lui-même, figurez-vous. Ce fauteuil d'ailleurs est aujourd'hui la propriété du musée Carnavalet. Je suppose que vous l'avez déjà vu, Stéphane, vous naturellement. Et vous, Jean-Luc, le fauteuil de Couthon ? Non, pardon. Non, ça vous dit rien. Bon, alors, vous avez encore la vie devant vous pour aller le voir. C'est surtout qu'il a été complètement refait, le musée Carnavalet. Ah, je voyais le Très, très fauteuil. beau. Ce serait dommage. Ah bah peut-être que le fauteuil, il faudra le refaire aussi, parce que il était jadis sans doute dans une très jolie couleur jaune citron, et puis la couleur a évidemment un petit peu passé avec le temps. Donc c'est un fauteuil à 3 roues, et c'est un objet qui fait une très forte impression, parce que voyez-vous, tout infirme et souffrant que fut Couthon, eh bien il a en effet été l'un des grands pourvoyeurs de la guillotine. Il était très proche de Robespierre et de Saint-Just, avec lesquels il a constitué une sorte de triumvirat, et c'est lui qui a institué la Grande Terreur. Alors, on ne sait pas au juste de quoi souffrait Couthon. Pourquoi était-il en fauteuil roulant ? La légende, là, ça c'est la petite histoire, prétendait qu'il était au lit avec sa maîtresse, et puis ils entendent que le mari s'apprête à revenir. Alors, il se précipite, passe par la fenêtre, se cache au fond d'un puits, et il aurait passé la nuit dans l'eau froide jusqu'au cou. Et voilà, et par la suite, il s'est retrouvé paralysé. Bon. Le célèbre docteur Cabanès, à la fin du 19e, a émis un diagnostic un petit peu plus sûr, celui d'une pachyméningite chronique dorso-lombaire, primitivement localisée aux racines du plexus lombo-sacré. Bon, ce qui, vous l'avouez, nous fait une belle jambe à nous, mais enfin lui, ça lui a privé des deux siennes. Et les dernières théories en date considèrent que c'est un homme qui, depuis l'enfance, avait dû contracter à la suite d'un coup de froid des rhumatismes articulaires, et des rhumatismes qui sont aggravés avec le temps. Alors, quoi qu'il en soit, Couthon était privé de l'usage de ses membres inférieurs, mais il avait une activité tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, au début de la Révolution, il continuait en fait à marcher un petit peu. Il avait une ou deux béquilles, et à chaque fois, il va loger tout près des Tuileries pour avoir un marché à se déplacer avec le moins de difficultés possible. Mais bientôt, hélas, ses souffrances s'aggravent et ses jambes lui refusent tout service malgré des bains de boue répétés. Il prenait aussi les eaux, mais tout ça, ça servait à rien du tout. Et donc, il doit se faire porter jusqu'au jour où là, il se présente en fauteuil roulant. Alors, il faisait avancer lui-même son fauteuil. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure à Stéphane s'il savait tirer la bobinette pour faire choir la chevillette, ou réciproquement. Parce que, en fait, voyez-vous, il actionnait lui-même son fauteuil. Au bout des accoudoirs, il y avait un petit peu comme un moulin à café à l'ancienne. Vous voyez, il y avait une sorte d'engrenage qui transmettait le mouvement aux roues. C'est comme s'il avait eu un moulin à café au bout de chaque main. Il le tournait comme ça tout à l'heure pour pouvoir Comme avancer. des pédales manuelles, presque. Très très juste, c'est très juste. C'était des pédales manuelles. En effet. En tout cas, le voir arriver avec ça, la Convention, ça devait quand même être assez impressionnant. Et ça a été décrit par un historien ainsi. Cet homme roulant avec un bruit de crécelle, les bras agités d'un perpétuel mouvement de rotation horizontale, le tronc penché en avant, les jambes mortes, enveloppées de couvertures, suant, criant gare, emporté par sa machine à travers la foule qui s'écartait, stupéfaite, déconcertée du contraste entre l'aspect pitoyable de cet homme et la terreur qu'inspirait son nom, plus redouté peut-être que celui de Robespierre. Couthon, c'est Couthon. En tout cas, il devait avoir une énergie et une ténacité hors du commun pour avoir pu occuper un premier rôle dans une période où on a l'impression que tous les protagonistes importants étaient particulièrement vivants, extrêmement énergiques, agités. Les images qu'on a en tête, c'est des tribuns qui se précipitent à la tribune. On est là à grimper, à faire assaut pour pouvoir placer un mot. Comment fait-on pour obtenir pour occuper un poste de premier plan quand on est cloué dans un fauteuil comme l'a fait
Olivier Couton, fallait quand même qu'il ait une sacrée personnalité. Bon, sa fin, le 9 Thermidor, est tragique parce que tout se passe à l'hôtel de ville pour lui d'ailleurs, comme pour ses acolytes et Robespierre en particulier. Mais lui, on l'avait porté sur place, on le met dans un coin, on le laisse en fait un peu comme un paquet de linge sale, on le pose sur le palier de l'escalier parce qu'il ne peut pas se mouvoir, donc il va tomber, dégouliner dans les marches, il essaie de ramper, on le retrouve au petit matin dans une petite cour de l'hôtel de ville, et là il faisait semblant d'être mort, il était tout recroquevillé dans un coin, et il s'est dit je vais peut-être y échapper, mais bon, finalement, il a été arrêté, il est guillotiné le 10 Thermidor, c'est épouvantable parce que les deux commis de Samson doivent le prendre, l'un par les pieds, l'autre par les bras, et on doit le tordre dans tous les sens, il souffre mort et passion avant de passer sous la lame de la guillotine, mais enfin, il y avait d'autre part envoyé tellement de monde, gens, oui. Alors à ce moment-là, le Mobilier National a réclamé le fauteuil à sa femme parce que la chose ayant été examinée, en fait, l'objet venait de Versailles et il avait été utilisé à Versailles par la belle-sœur de Louis XVI, la femme du comte d'Artois. Et oui, c'était son fauteuil. Donc Mobilier National, vous êtes priée de le rendre, madame. Mais madame Couton était déjà repartie dans son village d'Orsay, près de Clermont-Ferrand, et on a gardé le fauteuil dans la famille. Et c'est son arrière-petite-fille qui a offert le fauteuil au musée Carnavalet en 1899. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce fauteuil a son frère jumeau, donc le jour où vous irez voir au musée Carnavalet le fauteuil du Couton, vous pouvez faire un petit détour et aller au château de Breteuil, voir le fauteuil du roi fauteuil Louis XVIII. Le roi Podagre. Voilà, le roi Podagre, lui, il était dans un fauteuil magnifique, signé du grand ébéniste Jacob Desmalter, recouvert de cuir vert, monté sur 3 roues et très large. Voilà, lui-même s'appelait le roi fauteuil. Il s'était intitulé comme ça, Louis XVIII. Et il avait de la goutte. Oui, il avait de la goutte, puis il avait une malformation congénitale des hanches. Enfin, il pouvait plus du tout marcher. Et aux Tuileries, il y avait une espèce de schlitt. Vous voyez ce que c'est qu'une schlitt? C'est pour faire descendre des traîneaux de bois dans les Vosges. On appelle ça une schlitt en Alsace aussi. Il y avait ça aux Tuileries. On posait son fauteuil dessus et c'est comme ça qu'il arrivait dans son fauteuil où on avait ménagé un espace assez large. Donc, il y a les histoires de fauteuils. Puis il y a celui aussi du Grand Dauphin chez Jacques Garcia au château de Champ de Bataille. Formidable. On pourrait faire une histoire des fauteuils.